Bienvenue dans Parole d'experts immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet assez dense, la réforme du droit des étrangers en France qui date de janvier 2024. Bonjour. Pour ça, on a sur la table des sources un peu techniques, des circulaires du ministère de l'Intérieur, en gros des modes d'emploi pour les préfets, et à côté, une page servicepublic.fr qui, elle, essaye de traduire ça pour tout le monde. C'est ça. Notre mission, c'est de décortiquer ce qui change vraiment, et on va voir qu'il y a une double dynamique, presque. Ouais, presque contradictoire. D'un côté, une simplification radicale des procédures. C'est ce qui est affiché en tout cas. Et de l'autre, un durcissement très net de la politique d'éloignement, surtout pour les personnes que l'administration considère comme une menace. Effectivement, et c'est exactement cette tension qui est au cœur de la loi. Il faut se rappeler d'où on vient. Le système était devenu d'une complexité. Le Conseil d'État lui-même, dans un rapport de 2020, a tiré la sonnette d'alarme. Ah oui ? Oui, il a parlé d'un droit devenu illisible. Et c'était inefficace pour tout le monde. Pour les étrangers et leurs avocats, bien sûr, mais aussi pour les agents en préfecture et même les juges. L'objectif était donc de tout remettre à plat. D'accord, alors entrons dans le vif du sujet. Commençons par cette simplification. La circulaire de juillet 2024 annonce un grand coup de balai. On passe d'une douzaine de procédures devant le juge administratif à seulement 3. 3 pour contester une OQTF. Ça paraît énorme comme changement. C'est le changement structurel majeur, le plus visible. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste le chiffre, de 12 à 3. C'est la logique derrière. En gros, le système dit maintenant, si vous êtes libre, on vous donne plus de temps pour préparer votre défense. Ça, c'est la procédure ordinaire. C'est ça, la procédure ordinaire. Le délai pour faire un recours est unifié à 1 mois et le tribunal, lui, a 6 mois pour statuer. Ce qui, pour le coup, est un vrai progrès. Pour certaines OQTF, le délai de recours, c'était 48 heures avant, ce qui est quasiment impossible pour monter un dossier solide. Absolument. Mais de l'autre côté, le système dit, si vous êtes déjà sous contrôle de l'État, que ce soit en détention, assigné à résidence ou en rétention, alors là, les taux se resserrent. D'accord. Et on entre dans une logique d'efficacité, de rapidité extrême. C'est là qu'on a la procédure spéciale avec 7 jours de recours, 15 jours pour juger, et surtout la procédure prioritaire pour les personnes en rétention. Mais là, c'est encore plus court. 48 heures pour le recours, 96 heures pour le jugement. C'est une sorte de justice à 2 vitesses qui se dessine et qui est complètement assumée au nom de l'efficacité. Une justice à 2 vitesses. La formule est bonne. Mais alors, que se passe-t-il si quelqu'un change de catégorie en cours de route ? J'imagine une personne qui reçoit une OQTF en procédure ordinaire, qui se dit « bon, j'ai 1 mois » et 1 semaine plus tard, elle est placée en rétention. Le compteur change. C'est un point crucial et la réforme a prévu ce qu'elle appelle un mécanisme de bascule. De bascule. Oui, et c'est un concept assez vertigineux. Dans votre exemple, le premier délai de 30 jours est tout simplement annulé. Pouf, le compteur est remis à 0. L'administration doit alors notifier à la personne qu'elle dispose d'un nouveau délai, beaucoup plus court. Qui correspond à sa nouvelle situation. Exactement, soit 48 heures. Attendez, ça veut dire que vous pensez avoir 1 mois pour trouver un avocat, réunir des preuves, et du jour au lendemain, parce que votre situation change, il vous reste plus que 2 jours. L'enjeu de réactivité est énorme. C'est un défi immense pour l'administration qui doit notifier ce changement sans délai, mais surtout pour la personne et son avocat qui voit les droits de la défense se compresser en un instant. On voit que cette simplification, elle a des implications très concrètes. Mais c'est pas tout. Le système judiciaire, le juge classique on va dire, est lui aussi impacté. Une des circulaires cite l'arrivée du navire humanitaire Ocean Viking en 2022 comme un événement révélateur. Oui, ça a été un cas d'école pour l'administration. Face à l'arrivée de centaines de personnes en même temps, les tribunaux ont été complètement submergés. Et donc ?
Pour éviter que ça se reproduise, la loi a introduit une sorte de soupape de sécurité. En cas d'arrivée massive, le préfet peut décider de doubler le délai de jugement pour le maintien en zone d'attente. On passe de 24 heures à 48 heures. L'objectif, c'est de donner de l'air au juge, pour qu'il ne soit pas obligé de prendre des décisions à la chaîne. Précisément, pour qu'il puisse maintenir un examen individuel des situations. D'accord, une mesure de gestion de crise. Et pour la rétention administrative, il y a aussi des ajustements de délai qui semblent aller dans le même sens, donner plus de temps à l'administration. C'est l'autre volet. La durée initiale de placement en rétention sans intervention d'un juge, elle passe de 48 heures à 4 jours. C'est un doublement. 4 jours. Oui. Officiellement, c'est pour permettre aux préfectures de mieux préparer les dossiers. Et pour que la durée totale maximale ne change pas, la première prolongation décidée par le juge a été réduite de 28 à 26 jours. Attendez, si on met tout bout à bout, on allonge la durée de rétention initiale. Et j'ai lu aussi qu'on donne plus de temps au procureur pour bloquer une libération. Ça crée pas une sorte d'effet de tenaille, hein? On a l'impression que le principe, c'est la rétention et que la libération devient une exception de plus en plus difficile. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. C'est un rééquilibrage des pouvoirs très net. Ce que vous évoquez, c'est l'appel suspensif. C'est-à-dire ? Imaginez, le juge des libertés décide de libérer une personne. Le procureur, qui représente l'État, peut s'y opposer. Son appel bloque la libération. Avant, il avait 10 heures pour le faire. Et maintenant ? Maintenant, il en a 24. C'est comme si l'État avait un bouton pause beaucoup plus long pour contester la décision du juge. Votre image de l'effet de tenaille est très juste. Plus de temps pour l'admin au début, plus de temps pour le parquet à la fin. L'équilibre est vraiment modifié. On a bien vu la plomberie de la réforme. Mais maintenant, regardons ce qui coule dans les tuyaux. L'intention politique. Et là, la circulaire de février 2024, elle est sans aucune ambiguïté. La priorité, c'est l'expulsion des étrangers délinquants. C'est écrit noir sur blanc. Le document donne même des chiffres pour illustrer ce changement de cap. Entre 2021 et 2023, le nombre d'éloignements de cette catégorie est passé de 1834 à 4686. Stop. Il faut qu'on s'arrête sur ce chiffre. Un quasi-triplement en 2 ans. C'est pas un ajustement à la marge, ça. C'est un changement de braquet complet. Qu'est-ce qui, dans la loi, a permis ça ? Le cœur du réacteur, c'est la suppression de ce qu'on appelait les protections quasi absolues. C'est-à-dire ? Auparavant, certaines catégories d'étrangers étaient pratiquement inexpulsables à cause de leur lien très fort avec la France. Quelqu'un arrivé avant 13 ans, le parent d'un enfant français, une personne mariée à un conjoint français depuis des années. Sauf cas de terrorisme, ces personnes étaient protégées. Et la loi fait sauter ces verrous. En grande partie, oui. Donc une personne qui était, disons, intouchable avant, à cause de sa situation, peut maintenant être expulsée ? Oui, dès lors qu'elle est considérée comme représentant une menace grave pour l'ordre public. On passe d'un système de protection automatique, lié à un statut, à une évaluation au cas par cas. D'accord. Le préfet, et après lui le juge, doivent mettre en balance la vie privée et familiale d'un côté, et la gravité du comportement de l'autre. Et la loi a considérablement élargi ce qui peut constituer cette menace. Ah oui ? Comme quoi, par exemple ? On y trouve des condamnations pénales, bien sûr, mais aussi, et c'est nouveau, les violences intrafamiliales, ou les menaces contre des élus ou des fonctionnaires. La page service public explique les bases de l'OQTF. Mais avec cette nouvelle loi, les conséquences d'une telle décision, elles sont plus lourdes, nettement plus lourdes. Et surtout, elles durent plus longtemps. D'abord, l'interdiction de retour sur les territoires, l'IRTF, sa durée maximale passe de 3 à 5 ans, voire 10 ans en cas de menace grave. D'accord. Et ensuite, et c'est peut-être le plus important en pratique, la durée pendant laquelle l'administration peut exécuter l'OQTF est triplée. On passe de 1 an à 3 ans. Ah oui, quand même. Concrètement, ça donne à l'État une fenêtre de tir beaucoup plus large. L'épée de Damoclès reste suspendue bien plus longtemps au-dessus de la tête de la personne. Tous ces changements doivent avoir des conséquences logistiques, j'imagine. Un truc m'a sauté aux yeux dans les documents, c'est cette idée de délocalisation des audiences. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une mesure qui peut paraître un détail, mais qui est en fait la clé de voûte de l'efficacité du système. Transférer une personne de son centre de rétention jusqu'au tribunal, ça implique une escorte policière, ça coûte cher, ça mobilise des agents. Et ça présente des risques ? Exactement. Risque de sécurité, d'évasion. Du coup, la loi systématise une pratique qui existait déjà, la tenue des audiences dans des salles aménagées directement sur le site ou à côté des lieux de rétention. Donc, pour être clair, c'est le tribunal qui se déplace jusqu'à la personne retenue et non l'inverse.
Précisément. Et ça peut même aller plus loin avec la généralisation de la visioconférence. L'idée, c'est de transformer le traitement de ce contentieux en un processus plus fluide, presque industriel, en éliminant les grains de sable logistiques. Et pour les personnes qui sont pas en rétention, mais sous une autre forme de contrôle, comme les demandeurs d'asile en procédure Dublin, la loi resserre les choses aussi. Oui, la logique est la même. Donner plus d'outils à l'administration pour s'assurer du contrôle. Pour les demandeurs d'asile Dublin, le placement en rétention est facilité. La loi élargit la définition du risque de fuite qui peut le justifier. Et pour les assignations à résidence ? Les sanctions en cas de non-respect des pointages sont durcies. Partout, les vis sont resserrées. Si on prend un peu de recul, le portrait qui se dégage est vraiment double. D'une part, une simplification technique, une rationalisation qui vise à rendre le système plus rapide, plus lisible. Oui. Et d'autre part, un durcissement politique, très clair, qui a pour but de rendre les expulsions plus faciles et plus efficaces, en retirant des protections qui étaient là depuis des années. C'est la synthèse parfaite. Ce qui est en jeu, c'est le curseur entre l'efficacité de l'action de l'État, notamment en matière de sécurité, et la protection des droits individuels, comme le droit à une vie familiale. Et cette loi déplace le curseur. Très clairement. Elle le déplace en faveur de l'efficacité. Le remplacement de protection quasi automatique par une appréciation au cas par cas, c'est emblématique de ça. Ça donne un pouvoir d'appréciation beaucoup plus grand au préfet, même si ça reste sous le contrôle du juge, bien sûr. Alors, pour finir, quelle est la grande question que cette réforme laisse en suspens ? Si on veut prendre un peu d'auteur, il y a un point dans la circulaire de février qui ouvre un champ de réflexion immense. La loi prévoit maintenant que le retrait d'un titre de séjour ou une expulsion peut être justifié par une violation des principes de la République. Ah oui, c'est un concept assez large. Très large. Le texte les définit proporels, liberté, égalité, dignité, les symboles de la République. La question vertigineuse qui se pose, c'est la suivante. Comment, en pratique, un préfet ou un juge peut-il évaluer objectivement une violation délibérée et d'une particulière gravité de principes aussi fondamentaux? On sort du factuel, du casier judiciaire. Complètement. On entre dans le domaine de l'interprétation des comportements, des intentions. C'est un terrain entièrement nouveau et potentiellement très vaste qui s'ouvre pour l'administration et pour la justice. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.